Bonjour à tous. On vous propose d'attendre quelques minutes le temps que les participants se connectent. Petit test de son peut-être. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être que je ne sais pas si les gens peuvent réagir ou pas. Non. Ah, bon. Je suis connecté. Si on a des pouces, et vous super. pouvez également utiliser le chat si vous le souhaitez pour interagir. Merci Isor. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On vous propose d'attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes le temps que les participants nous rejoignent. On démarre? 24. Bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour assister à cette présentation, à ce webinaire. Il fait suite à la conférence qu'on a donnée au début du mois de décembre. Donc, on est ravis de pouvoir également vous en faire profiter dans une version digitale. Aujourd'hui, on va vous présenter les baromètres de l'OID. Et on parle bien des baromètres, on parle des 2 baromètres historiques sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, donc le baromètre de la performance énergétique et le baromètre de l'immobilier responsable. Pour la première fois, on vous propose d'avoir une vision croisée sur ces 2 baromètres pour apporter une vision complète, à la fois sur les éléments qui portent du coup, sur les organisations et leur structuration au regard des objectifs portés, et également sur l'atteinte des objectifs réels au regard des consommations énergétiques et des émissions de carbone du parc immobilier que l'on analyse également. Ce qu'on voit et ce qu'on va essayer de démontrer dans cette présentation, c'est que voilà, 2025 s'est achevé dans un contexte qui a été particulièrement chahuté, et le début de 2026 nous confirme ce contexte. Les retours qu'on a eus de la part des acteurs nous ont permis de mieux comprendre comment est-ce que les structures s'organisent, comment est-ce que leurs attentes ont évolué, est-ce que leurs ambitions ont été revues à la baisse ou non, et dans ce contexte-là, est-ce que la trajectoire de baisse des émissions
qu'on avait vu déjà sur l'année 2023 a été maintenu ou non. Les signaux sont encourageants, mais on est encore loin du compte. De fait, on se rend compte quand on regarde les résultats chiffrés qu'on est peut-être encore sur un plateau là où on devrait avoir des efforts qui s'accélèrent. Les acteurs qu'on rencontre nous disent et nous démontrent les efforts et les éléments déjà mis en place dans leur structure, mais on a vraiment la conviction qu'il y a l'importance d'un sursaut collectif maintenant qui doit apparaître. Le marché doit s'organiser et doit avancer ensemble dans cette direction pour faire en sorte que les ambitions qu'on porte soient réellement suivies de fait. À l'Observatoire de l'immobilier durable, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va travailler et c'est dans ce sens-là qu'on travaille notre feuille de route pour les 5 ans à venir. L'équipe qui va vous présenter les résultats est du coup présente aujourd'hui avec moi, avec d'une part Chloé et Constance qui ont travaillé sur le baromètre de l'immobilier responsable et Roméo qui pilote le baromètre de la performance énergétique et environnementale et qui vous le présentera également lors de ce webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver les résultats des 2 webinaires annuels, des 2 baromètres annuels pardon, qui ont été publiés au mois de décembre sur notre centre de ressources et qui sont donc les 2 baromètres, donc le BPE d'un côté, qui en est à sa 14e édition cette année, qui observe du coup les évolutions des données de consommation du parc immobilier en France. On a vraiment de plus en plus de contributeurs, donc on en profite pour les remercier aujourd'hui, pour vous inviter également, si ce n'est pas déjà fait, à nous transmettre vos données. Cette année, l'analyse porte sur près de 33 000 bâtiments et plus de 120 millions de mètres carrés. Donc, c'est un parc voilà, conséquent et on remercie encore nos contributeurs qui nous permettent de faire cette analyse. On a également du coup le baromètre de l'immobilier responsable qui en est à sa 8e édition, qui observe les pratiques des acteurs de l'immobilier, à la fois via un questionnaire qui porte sur les 20 enjeux ESG de l'OID et via des entretiens qualitatifs qu'on mène auprès de 6 typologies d'acteurs, donc les sociétés de gestion de patrimoine, les sociétés immobilières cotées, les investisseurs institutionnels, les financeurs, les promoteurs et les bailleurs sociaux. Voilà, au sujet du BIR, on en profite pour remercier nos partenaires qui sont organisés dans un comité de partenaires et dans un comité d'experts qui nous suivent depuis plusieurs années, qui nous aident à cadrer le baromètre et les thématiques qu'on aborde tout au long de l'édition. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif du BIR est de faire ressortir les grandes tendances qu'on observe chez les acteurs qu'on a interrogés. Et aujourd'hui, on va revenir sur 5 d'entre elles. La première, c'est comment est-ce que le contexte réglementaire a eu un impact sur les structures et les organisations. Ensuite, comment est-ce que cet enjeu de reporting est devenu un enjeu de pilotage opérationnel. On ira ensuite plus dans le détail sur les thématiques prioritaires autour desquelles les organisations se sont recentrées. Et enfin, on reviendra sur les objectifs atteints ou non sur le volet atténuation puis adaptation. On finira le webinaire par une phase de questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous poser vos chats au fur et à mesure, vos questions au fur et à mesure dans le chat. Donc en premier point, on voulait revenir sur le contexte réglementaire et son impact sur les structures. De fait, l'actualité réglementaire a été très dense ces 2 dernières années sur 2 volets. Donc d'une part, sur le plan national, le cadre français a été renforcé avec des réglementations précisées, donc notamment le décret éco-énergie tertiaire avec les objectifs 2030 qui ont été publiés, également la mise à jour des seuils de la RE 2020 qui a eu lieu, et on a du coup sur le plan national des acteurs qui s'organisent vers des cibles partagées. On a un constat qui est un peu plus mitigé sur le cadre européen, parce qu'après une période d'impulsion normative qui a été assez forte, les 12 derniers mois, donc la fin d'année 2024, l'année 2025, ont été marqués par une tendance à la simplification des réglementations environnementales, avec évidemment le projet législatif Omnibus qui illustre cette dynamique, qui a reporté de 2 ans la publication des rapports de durabilité et qui a diminué le périmètre des entreprises concernées. Donc, de fait, on a un peu une double dynamique et nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre si les acteurs avaient diminué leurs engagements ou non. Et on se rend compte que ce n'est pas le cas. Les acteurs qu'on a rencontrés sont toujours engagés, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, ils sont nombreux à estimer qu'intégrer les enjeux ESG à leur stratégie aujourd'hui permet de préserver ou de créer une valeur durable et long terme pour leurs actifs. Que du coup, de fait, ça n'a pas qu'un objectif réglementaire, mais ça a également un objectif marché avec un impact positif sur, par exemple, la liquidité et la valorisation dans une moindre mesure. De fait, le marché, il a vraiment gagné en maturité avec
une meilleure maîtrise de ces sujets. Également parce que l'ensemble des acteurs est soumis à des exigences réglementaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, répondre à des attentes des investisseurs, des assureurs, des occupants est devenu central dans la plupart des métiers des acteurs que l'on a croisés. Et de fait, la montée en compétence sur ces enjeux est devenue essentielle et au cœur de leurs préoccupations. Et c'est lié à ce dernier point sur l'attente croissante du marché, mais on a, en interrogeant des financeurs, on a également compris que l'émergence et la structuration de de leurs demandes vient également du fait que les crédits sont accordés plus volontiers si, pour des projets qui comportent une valeur, une composante ESG, et a fortiori pour des projets qui maîtrisent vraiment la donnée et la donnée ESG également. Voilà, donc tout ça pour dire que malgré un contexte réglementaire qui a été un peu mitigé, notamment sur le plan européen, on a des acteurs qui sont toujours engagés et organisés autour de la maîtrise de ces sujets. Et de fait, les stratégies immobilières se sont structurées sur la base de ces attentes croissantes et évidemment, au premier rang desquelles, on a une galaxie vraiment de réglementation qui a apporté ce cadre structurant sur les volets à la fois environnementaux, sociétaux et de gouvernance. On voulait faire un rapide focus sur la CSRD, qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Mais l'année dernière, on avait quand même un résultat, voilà, on a vu des témoignages assez probants, notamment près du quart des répondants qui estimaient que la CSRD représentait une opportunité pour leur organisation et près de la moitié qui considéraient que c'était à la fois une contrainte et une opportunité. Aujourd'hui, dans les entretiens qu'on a menés, c'est également le son de cloche qu'on a eu, à savoir que la CSRD était une réglementation, enfin voilà, qu'ils estimaient que c'était une réglementation qui permettait d'avoir un cadre d'échange entre départements financiers et opérationnels, avec une définition d'objectifs communs et d'indicateurs opérationnels autour de ces objectifs. Et de fait, dans les entretiens qu'on a menés, on a plusieurs acteurs qui regrettent que la CSRD ne s'applique plus à leur structure et qui souhaitent s'engager dans des pratiques de reporting volontaire pour pouvoir embarquer leurs équipes et l'ensemble des départements dans les objectifs fixés. Et donc, autour de cette structuration de stratégie, nous, on a un moyen de le mesurer et qui est vraiment au cœur de la méthodologie du baromètre de l'immobilier responsable, c'est de mesurer la part d'acteurs en fonction des différentes typologies qui ont au moins un indicateur, un objectif ou une action pour chacun des enjeux qu'on étudie. Donc ici, l'exemple qu'on affiche, c'est celui des sociétés immobilières cotées. Vous en trouverez d'autres dans notre baromètre. Du coup, c'est un des moyens qu'on a pour illustrer que les sociétés immobilières cotées sont assez matures sur ces sujets environnementaux parce qu'elles disposent toutes, donc à 80 voire 100% d'entre elles, d'indicateurs, d'objectifs et d'actions sur chacun des enjeux. Voilà, donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu un cadre réglementaire mouvant qui a malgré tout structuré les stratégies. Nous, la manière qu'on a de le regarder, c'est vraiment au regard de ces indicateurs qui se sont structurés et qui se sont recentrés autour de certains indicateurs justement qui sont partagés par tous. Au niveau, c'est voilà, pour illustrer ce point-là, sur cette homogénéisation d'indicateurs et d'objectifs. Dans le cadre de notre questionnaire, on demande aux acteurs de nous citer les indicateurs qu'ils pilotent ou les objectifs qu'ils pilotent en interne dans leur pilotage opérationnel. Ceux qui sont revenus le plus sont ceux qui apparaissent à l'écran et ce qu'on voit sans trop de surprise peut-être, mais c'est que les plus plébiscités sont des indicateurs et objectifs qui sont directement liés aux différentes réglementations. Donc, on en a mis quelques-uns, on a mis quelques exemples à l'écran. On a par exemple 3/4 des SGP qui ont une trajectoire de décarbonation basée sur les accords de Paris, 60% des répondants totaux qui mènent des analyses de risque physique pour répondre également aux exigences taxonomiques, 3/4 des promoteurs qui visent une valorisation matière à 70%, qui est un indicateur et un objectif qui est valorisé par la taxonomie. Donc de fait, voilà, on se rend compte qu'un des objectifs et une des conclusions majeures de la mise en place de ces réglementations, ça a vraiment été d'homogénéiser les indicateurs utilisés et de pousser tout le marché vers des objectifs qui paraissent communs. Et voilà, donc on a vraiment réussi à mettre ça en évidence donc via notre questionnaire et avec les entretiens menés. Mais de fait, cette opérationnalisation des enjeux environnementaux via des pratiques de reporting, et vient également avec des enjeux de mise en œuvre et de pilotage opérationnel au sein des structures. Et du coup, je vais laisser la parole à Constance pour parler de ces défis
complexification également de ces sujets au sein des structures. Merci Marie. On va voir effectivement maintenant comment l'exigence de reporting se multiplie et comment ça se traduit dans le pilotage opérationnel au sein des activités. Donc, il y a d'abord une multiplication et une complexification des demandes pour plusieurs raisons. Donc, comme l'a montré Marie, on assiste à une augmentation des exigences réglementaires et normatives. Les acteurs doivent fournir de plus en plus de données. Mais ça peut aussi découler d'une stratégie interne avec la volonté d'intégrer davantage de critères ESG, ou enfin aussi la recherche de labels ou de certifications pour répondre à une demande de marché. Donc on peut prendre l'exemple des sociétés de gestion qu'on a eues en entretien et qui sont vraiment unanimes pour nous dire que les demandes vont au-delà des fonds labellisés ISR ou classés article 9 du règlement SFDR. Donc, il y a donc une exigence malgré des données peu accessibles. Ensuite, on a mis une liste d'exemples d'actions qui ont été remontées dans les entretiens ou dans les questionnaires pour généraliser des nouveaux critères ESG dans les processus. Ça peut être par exemple le renforcement de l'analyse ESG avec la consolidation de critères dès la procédure d'acquisition, mais aussi sur le parc existant. Il y a aussi un suivi des engagements des fonds à stratégie ESG avec des contrôles réguliers. Il y a aussi l'intégration des directions et la présentation des sujets ESG lors des comités d'investissement. Et enfin, le suivi des données de consommation énergétique de leurs actifs avec des objectifs chiffrés de réduction de ces consommations et de décarbonation. Pour autant, on observe aussi qu'il y a une clarification des demandes et des grilles de collecte de données. C'est le cas chez les financeurs. On a mis plusieurs exemples de ce qui est demandé pour renforcer les données ESG lors d'un financement. Par exemple, la part de dossiers de financement qui atteignent un certain score ESG en demandant à ce que cette note augmente au cours des années. Il y a aussi des objectifs de financement via des SSL, donc des Sustainability Linked Loans, et des demandes de certification obtenues sur les enjeux sociaux. Il y a aussi des travaux qui permettent d'améliorer les actifs peu performants, avec notamment des critères précis sur l'énergie et le carbone. Donc, on a vu qu'il y a parmi ces dernières années une forte augmentation des reportings, d'une part, et donc une volonté d'intégrer les enjeux ESG de manière opérationnelle pour éclairer ces décisions. Il y a donc un besoin d'avoir des données plus pertinentes et fiables. C'est d'ailleurs remonté dans tous les entretiens qu'on a faits et ça reste encore un frein. Et pour garantir ces données, c'est toute la chaîne de valeur qui doit être mise en mouvement. Donc elle va apparaître, voilà, notamment les investisseurs ou les acquéreurs ou preneurs qui ont besoin de davantage de données parce que ils sont soumis à des obligations réglementaires ou aussi ils doivent répondre à des attentes marché. Les bureaux d'études, les prestataires aussi à qui on demande davantage de données comparables, plus précises. On nous a aussi dit en entretien qu'il y avait vraiment une volonté de passer d'une donnée déclarée à une donnée collectée automatiquement pour renforcer la fiabilité et la granularité des données. Il y a aussi la collaboration avec les locataires qui est désormais centrale. Ils sont au cœur de l'usage de l'actif, donc ils partagent de plus en plus ces préoccupations et ils sont vraiment un acteur clé. On a dans les réponses à nos questionnaires, sur les sociétés de gestion de portefeuille, il y en a la moitié qui ont des actions avec les locataires, comme par exemple avoir des températures de consigne, localiser des consommations anormales. Chez les bailleurs sociaux aussi, ils sont 90% à avoir un indicateur qui suit le déploiement de sensibilisation auprès des locataires. Enfin, il y a aussi le rôle des PM, donc les property managers, qui est en pleine évolution. Ils voient leur champ de compétences s'élargir avec notamment l'organisation de comités ESG avec les locataires pour renforcer leur lien avec eux. Il y a certains répondants qui nous disent intégrer le property manager le plus en amont possible dans les décisions et la stratégie de l'actif, ce qui permet donc aux PM d'avoir une vision d'ensemble et ils sont assez satisfaits de ce résultat. Voilà, donc pour continuer sur l'enjeu de la donnée,
je donne la parole à Roméo. Merci Constance. Comme disait, alors sur la question de l'accès à la donnée, le BPE, donc le baromètre de la performance énergétique, peut apporter quelques informations tangibles et mesurables. Euh, donc ici, je couvrirai seulement le baromètre de la performance énergétique et donc les données qu'on collecte dans ce cadre, c'est-à-dire des données relatives aux consommations d'énergie, émissions de carbone, consommation d'eau et production de déchets. Et vous avez représenté ici l'historique des contributions à ce baromètre de la performance énergétique depuis sa première édition en 2012, avec pour chaque campagne de collecte le nombre de contributeurs en vert foncé et en orange la surface totale collectée cette même année. Donc, par exemple, en 2025, donc l'édition dont il est question aujourd'hui, dernière édition, 53 sociétés ont contribué au baromètre, couvrant un parc d'un peu plus de 65 millions de mètres carrés. Et vous voyez que la tendance observée ces dernières années montre bien une mobilisation à la hausse des acteurs, surtout depuis 2022. Et la tendance, alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est peut-être d'une parce que l'OID est devenu très bon pour aller récupérer de la donnée à campagne de mail, de communication. Mais ça montre surtout que les acteurs qu'on sollicite sont en mesure de nous fournir cette donnée et donc que globalement, l'accès à la donnée au sein des structures des contributeurs augmente d'année en année. Mais voilà, mais qui dit quantité dit pas nécessairement qualité, et pour contrôler la qualité de la donnée collectée dans le cadre du baromètre, donc la production de ce baromètre suit un cycle annuel qui est représenté ici. Une fois les données transmises par un contributeur, elles sont contrôlées avec un système de notation et d'alerte qui lui permet de corriger des données identifiées comme erronées ou incomplètes. Ça peut être des surfaces incohérentes, des consommations d'énergie incomplètes, qui varient trop d'une année sur l'autre, une vacance trop élevée dans un bâtiment de bureau, par exemple, etc. etc. Une fois cette correction effectuée, les données sont recontrôlées. Ce processus et les indicateurs calculés sur ces données font ensuite l'objet d'un audit par un cabinet indépendant. Et c'est seulement une fois la validation obtenue que les indicateurs sont publiés dans le baromètre et rebelote l'année suivante. Alors, quand on parle de données ici, on parle de quelque chose de bien précis. Une donnée dans le cadre de ce baromètre, c'est l'ensemble des informations relatives à un bâtiment sur une année. Typologie de l'actif, année de construction, système de chauffage, etc. Et bien sûr, des données de consommation, donc consommation d'énergie, consommation d'eau et production de déchets. Et pour mesurer la qualité de la donnée qu'on collecte, on peut calculer pour chacune de ces trois consommations la proportion restante après contrôle qualité, c'est-à-dire la part de données identifiées comme suffisamment fiables et donc réellement exploitables dans ce baromètre. Et pour les consommations énergétiques, vous voyez que c'est un peu plus de la moitié des bâtiments qui est exploitable, donc pour la collecte 2025. Pour les consommations pour l'eau et les déchets, c'est moins, donc 29 et 11% respectivement. Et en fait, ces chiffres reflètent assez bien, même très bien, la priorisation des enjeux qui est remontée par le baromètre de l'immobilier responsable, où les enjeux énergie-carbone obtiennent une note générale plus importante que l'eau, en fait, même la note la plus élevée, elle-même obtenant une note plus importante que les déchets. Voilà, alors je le disais, et c'est marqué ici, ces chiffres-là, donc ces pourcentages, concernent la collecte 2025. Et on a regardé comment ils ont évolué au cours du temps. Et pour faire ça, on a isolé une cohorte de 22 contributeurs qui ont contribué, donc 22 sur les 53 qui ont contribué en 2025, et ces 22 contributeurs ont contribué sans discontinuer tous les ans depuis 2022, et on a tracé l'évolution de ces scores, donc les trois scores que je montrais juste avant. Donc c'est un peu comme si on suivait la note moyenne d'une classe sur trois matières, énergie, carbone, eau et déchets. Et ce qu'on observe et qui est très encourageant, c'est que tous ces scores augmentent avec le temps, et d'autant plus sur les 2 dernières années. Et quand on sait en plus que l'exigence des contrôles qualité, enfin de la qualité de la donnée augmente d'année en année, parce qu'on vient affiner la méthode et préciser nos tests, ces résultats traduisent bien une amélioration de la qualité de la donnée avec le temps. Donc en résumé, non seulement le volume de données collectées augmente d'année en année, mais également leur fiabilité. Et qui dit plus de données et des données plus fiables, dit une vision de plus en plus détaillée du parc. Et donc vous avez là l'évolution, comme tout à l'heure, de la surface collectée pour chaque campagne de collecte depuis 2012, mais seulement cette fois pour les bâtiments dont les consommations énergétiques sont réellement exploitables. Et segmentées aussi par typologie de bâtiment. On voit que ces dernières années, à la fois le volume et la diversité des usages couverts, des typologies d'actifs couvertes, a fortement augmenté.
Et ça permet au BPE de fournir davantage d'indicateurs plus précis, une segmentation plus fine du parc. Et ça permet aussi, donc ce graphe-là, il vous permet de voir quelque chose d'assez intéressant, c'est l'impact positif de la réglementation, notamment le décret tertiaire, publié en 2019, et surtout à l'approche de la première échéance déclarative, qui a mis au mouvement le secteur et qui a permis d'accéder à des données sur de nouveaux segments qui nous étaient auparavant difficiles d'accès. Donc voilà ce que peut dire le baromètre de la performance énergétique au sujet de l'enjeu, au sujet de l'accès à la donnée. En tout cas, en ce qui concerne les consommations énergétiques et les émissions associées. Donc, ce sont les deux enjeux, énergie et carbone, classés tout en haut des priorités des acteurs, mais ce ne sont pas les seuls. Et je vais laisser Chloé vous présenter en détail le classement des différents enjeux par les acteurs interrogés dans le bilan. Merci. En effet, un des grands messages de ce qu'on veut montrer dans cette conférence, c'est que sur les thématiques les plus matérielles, donc les plus importantes, on n'a pas un recul des acteurs, mais au contraire, ils accentuent leurs efforts dessus. Et donc, ces thématiques, on va les regarder à travers un classement. Donc, ce classement, il a été obtenu avec les réponses des 80 répondants au baromètre de l'immobilier responsable, à qui on a demandé sur les 20 enjeux de l'OID, on a demandé de les prioriser de 1 à 10. Donc, on obtient ce classement, toute typologie confondue. Donc, ce qu'on voit sur l'environnement d'abord, c'est que l'atténuation, voilà, c'est montré, reste, donc atténuation, c'est-à-dire énergie et carbone, est toujours le sujet le plus matériel, et c'est déjà le cas depuis un certain nombre d'années. L'adaptation est le troisième sujet environnemental. Ensuite, sur les sujets sociaux, ce qu'on observe en moyenne, c'est que les sujets les plus priorisés sont ceux qui ont attrait aux locataires ou à l'occupant, donc la santé, sécurité ou le confort et bien-être, davantage que des sujets relatifs au territoire, donc avec l'impact social positif ou l'impact territorial. Et enfin, en gouvernance, ce qu'on voit dans cette édition, c'est que l'enjeu d'intégration ESG dans la politique d'investissement et de gestion des risques pour le titre complet est très priorisé. Et en fait, ça traduit ce qu'on a montré juste avant dans le webinaire, c'est que les enjeux ESG sont intégrés dans les stratégies. Ce n'est pas une stratégie ESG qui est à part. On relève aussi que la relation en partie prenante est fortement priorisée, et c'est aussi beaucoup revenu en entretien, que pour les sujets ESG, énergie et carbone entre autres, mais pas seulement, il y a besoin de coordonner les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est pour le classement général. Maintenant, on va s'intéresser en particulier à certaines typologies qui diffèrent un peu de cette tendance générale, donc notamment les promoteurs. Ce qu'on voit, c'est que pour eux, la biodiversité a été très fortement priorisée, puisque c'est le 4e enjeu et 3e enjeu environnemental, qui s'explique d'abord par la place particulière qu'occupent les promoteurs dans la chaîne de valeur, donc en amont. C'est un moment idéal pour traiter du sujet de la biodiversité, notamment à travers l'artificialisation des sols, une des causes principales d'érosion de la biodiversité, et aussi parce qu'ils sont concernés par l'objectif ZAN. Ils sont d'ailleurs un tiers dans les objectifs, à citer l'objectif ZAN dans leurs objectifs, et souvent en l'anticipant, c'est-à-dire en se fixant un objectif ZAN, donc zéro artificialisation nette, à 2030. En plus de la biodiversité, le développement, c'est aussi un moment privilégié pour traiter la question de l'économie circulaire. C'est un sujet qui est plus détaillé dans le BIR. Les acteurs mènent des expérimentations sur ce sujet et des projets pilotes, ce qui leur permet de traiter l'enjeu des ressources et déchets et aussi l'enjeu carbone. Et sur les promoteurs toujours, ce qu'on voit, c'est que c'est l'impact social positif qui est le premier enjeu social. Donc ça vient nuancer ce qu'on a dit juste avant. En effet, les promoteurs, ils priorisent cela notamment à travers l'offre de logements abordables ou la mise à disposition d'espaces vacants de manière temporaire, donc un fort lien avec les collectivités. La deuxième typologie qu'on va étudier, c'est celle des bailleurs sociaux, parce que pareil, ça diffère un peu par rapport à la grande moyenne, notamment parce que eux, leur premier enjeu priorisé, c'est un enjeu social, ce qui n'est pas étonnant au vu de leur cœur d'activité. Et cela dit, on note que énergie et carbone sont juste après. Ils sont également très fortement prioritaires. Ce qu'on remarque en fait chez les bailleurs sociaux, c'est que les thématiques environnementales, elles se traitent notamment par les enjeux sociaux et inversement. Ce qui est toujours vrai de manière générale, mais c'est d'autant plus flagrant chez les bailleurs sociaux, on s'en est rendu compte dans les entretiens. Par exemple, le sujet d'adaptation, il apparaît plus bas dans le classement, mais en fait, il est aussi pris en compte
à travers le confort, le bien-être, la santé. En fait, un des gros enjeux des bailleurs sociaux, c'est la rénovation de leurs parcs, puisque ce sont des parcs très grands et des parcs vieillissants. Et donc la rénovation permet d'une part de traiter des sujets purement environnementaux, de performance énergétique, d'éradication des passoires thermiques, notamment en lien avec la réglementation, mais ça permet aussi aux locataires de pouvoir mieux se chauffer, enfin, de manière plus efficace, et donc d'agir sur la santé et le confort, de réduire les charges et de leur parler de sobriété à l'occasion des travaux. Donc ces enjeux-là sont très fortement liés dans ce cadre. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans les thématiques d'atténuation pour voir d'abord ce qui a été déclaré dans le BIR et ensuite le comparer avec les résultats observés dans le BPE. Alors, donc, ce qu'on a pu dire dans le BIR, c'est que l'énergie et le carbone, ce sont d'une part les deux enjeux les plus priorisés, mais aussi les plus documentés, ceux sur lesquels les acteurs sont le plus matures. Ce qu'on peut illustrer, nous, à notre échelle dans le BIR, avec le fait que ce sont de loin les deux enjeux sur lesquels les acteurs avec le plus d'indicateurs à déclarer, ainsi que d'objectifs et d'actions. Ils sont une très grande majorité à avoir au moins déclaré un de ces éléments pour ces deux sujets-là. C'est peut-être pas très étonnant, mais ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a une forte homogénéisation dans les réponses. En effet, donc, c'est notamment poussé par la réglementation, comme on l'a montré tout à l'heure, mais par exemple sur l'énergie, 86% des répondants, toutes typologies confondues, évaluent l'intensité énergétique de leur parc. Et c'est souvent associé à des objectifs de diminution des consommations d'énergie, beaucoup en lien avec le décret tertiaire, c'est-à-dire en se fixant un objectif de diminution d'ici 2030 par rapport à une année de référence, et souvent avec des seuils intermédiaires, notamment en 2025 ou chaque année d'ici 2030. Côté carbone, 73% des répondants disent suivre l'intensité carbone, et c'est souvent couplé à des objectifs de décarbonation ou d'alignement à une trajectoire, notamment la trajectoire du CREM qui est souvent prise comme référence. Sur ces deux sujets, donc on a 3 éléments qu'on peut rajouter, qui sont prêts. Donc le premier, c'est qu'en fait, on voit les indicateurs suivis. Peu d'acteurs citent aussi le suivi de la consommation totale de leur portefeuille. La plupart consommation totale ou émission totale. La plupart se concentrent sur l'efficacité énergétique, donc par mètre carré, mais ce qui ne pousse pas forcément à regarder l'amélioration de la consommation énergétique totale, puisque ça ne prend pas en compte, à travers cet indicateur-là, le fait que le parc puisse s'agrandir, et ça ne dit rien non plus sur l'intensité d'usage des mètres carrés des bâtiments. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est la question du périmètre. Si les acteurs affinent leur manière de mesurer, la question se pose toujours de savoir qu'est-ce qu'on mesure. La plupart, en fait, se fixent des objectifs sur le scope 1 et 2, et ne prenant pas en compte le scope 3, dans lequel on peut retrouver notamment la consommation des locataires ou aussi l'impact carbone des travaux. L'impact carbone des travaux, il est mesuré dans le neuf ou dans les grosses restructurations, pas nécessairement dans les travaux plus légers. Or, les actions les plus citées sur la question d'énergie et carbone sont souvent des actions par des travaux, donc ce n'est pas négligeable. Et enfin, le troisième élément, c'est sur la question de l'accès à la donnée. L'accès à une donnée de qualité est cité comme un enjeu par beaucoup d'acteurs. En effet, ces indicateurs, ces objectifs, tout ce qu'on rapporte ici, n'ont de sens que s'ils s'appuient sur de la donnée réelle et de qualité. Les acteurs les plus ambitieux ont pour objectif d'augmenter la part de données réelles par rapport à la part de données estimées et suivent l'évolution de cette part. Et les plus précis aussi déploient des sous-comptages par type d'énergie ou par type d'usage. Et donc, cet enjeu de la donnée, il est important puisque c'est ça qui permet ensuite de suivre l'évolution de la performance du secteur. Et pour ça, on va donc regarder les résultats du BPE avec Roméo. Merci Chloé. Alors du coup, je vais vous présenter quelques résultats chiffrés sur la performance énergétique et environnementale du parc sondé dans le cadre du baromètre. Et avant de vous présenter peut-être les principaux résultats et les grandes tendances observées dans le BPE, donc le baromètre de la performance énergétique, je voulais faire un petit pas de côté pour ajouter un élément de contexte important qui est le prix de l'énergie, qui a fortement augmenté ces dernières années. Je pense que c'est un secret pour personne. Vous voyez sur ces deux graphes le prix moyen du mégawattheure pour l'électricité, donc en bleu, et le gaz naturel en orange, hein, à gauche payé par les entreprises, et à droite payé par les ménages. Donc c'est en base 100, avec 100 le prix moyen observé sur la décennie 2010-2019. Hein, ça permet de comparer l'avant et l'après-Covid.
Et ce qu'on constate, c'est qu'en 2024, les prix ont en moyenne, alors c'est bien, je dis bien en moyenne, diminué pour les entreprises et ont continué d'augmenter pour les ménages. Mais que ce soit en fait pour les entreprises ou les ménages, la facture énergétique est aujourd'hui près de 2 fois supérieure en 2024 à ce qu'elle était sur les décennies précédentes. Voilà, c'est clair que cette explosion des prix a eu un impact assez significatif sur les consommations d'énergie et les émissions associées. C'est peut-être même le facteur conjoncturel le plus important avec le climat. Donc, avec ces éléments de contexte en tête, on peut passer à la présentation des résultats du baromètre, à commencer par les grandes tendances observées. Donc, sur ce graphique, vous avez l'évolution de la consommation d'énergie pour toutes les catégories de bâtiments sur lesquels on dispose d'un volume de données suffisant. Et puis les séries s'arrêtent à 2018. Donc, une précision méthodologique ici, ce qui est tracé, c'est bien l'évolution du ratio moyen de consommation en énergie finale ajustée du climat. Donc, dit autrement, c'est la consommation d'un bâtiment moyen représentatif de sa catégorie à climat constant. Et autre précision méthodologique, ici, on recalcule chaque année les consommations des années antérieures en corrigeant les variations de périmètre. Ça permet de présenter une évolution cohérente indépendante de ces effets de variation de périmètre. Voilà, donc c'est le cas pour toutes les évolutions qui seront présentées après. Alors, plusieurs nouveautés cette année. La première, c'est l'ajout d'indicateurs pour les commerces de détail que vous voyez là en haut et en bas. Donc ça, je reviendrai dessus juste après. La deuxième nouveauté, on a scindé l'échantillon santé en deux, avec d'un côté les hôpitaux et de l'autre les EHPAD et établissements médico-sociaux, qui ont des usages et donc des consommations très différentes. Donc ça, c'est les deux courbes rouges que vous avez là. Troisième nouveauté, donc qui n'est pas visible ici, on a également affiné la segmentation des entrepôts logistiques. Et dernière nouveauté, qui n'est pas non plus visible ici, mais que vous pourrez retrouver dans le baromètre, le périmètre, la publication s'est enrichie cette année sur le périmètre européen, avec davantage d'indicateurs comme les bureaux en Allemagne ou les hôtels au Royaume-Uni, par exemple. Voilà, donc je referme la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on observe cette année? Alors, d'une, que la reprise d'activité post-Covid, entre 21 et 22, vous pouvez voir, avait entraîné un rebond des consommations pour toutes les typologies étudiées. Donc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement quand on regarde les consommations réelles, donc à climat réel, puisque l'année 2022 a été beaucoup plus chaude que l'année 2021, ou plutôt l'année 2021 était particulièrement froide sur les dernières tendances. Et en 2023, dans un contexte de forte augmentation des prix de l'énergie et avec la mise en place, en réponse notamment à cette crise, du plan de sobriété, les consommations ont nettement baissé pour toutes les catégories étudiées. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas une seule de ces typologies pour lesquelles la consommation n'a pas diminué en 2023, donc c'était assez encourageant de voir ça. Même si ce n'était pas évident de dénouer les effets conjoncturels des réels efforts d'efficacité et de sobriété. Et cette année, donc en 2024, les consommations les plus récentes dont on dispose, vous voyez que ça a continué de baisser pour certaines typologies. Donc vous avez à droite la variation observée. Alors faites attention, c'est pas en face parce qu'on manquait un peu de place. Donc les EHPAD, par exemple, vous voyez que la baisse a été de 2,6%, mais en fait la courbe est ici. Oui, je disais, cette année, le bilan est plus mitigé. Les consommations ont continué de baisser pour certaines typologies, mais à un rythme nettement inférieur, à l'exception notable quand même des centres commerciaux. Et la tendance s'est même infléchie, ou plutôt les consommations ont rebondi pour deux typologies de taille, la logistique et le logement résidentiel, qui ont vu leur consommation donc augmenter. Donc j'aurai à l'évidence pas le temps de présenter en détail les résultats pour toutes ces typologies, vous pourrez les retrouver dans la publication avec des analyses détaillées. Et donc dans la suite, je vais me concentrer sur quelques résultats clés et nouveautés introduites dans l'édition 2025. À commencer par les commerces. Donc je le disais tout à l'heure, une des nouveautés de 2025, c'est la publication d'indicateurs spécifiques pour les commerces de détail. C'est un ajout important puisque le commerce représente entre 20 et 25% des surfaces tertiaires, selon les estimations. Et historiquement, on publiait et on publie toujours des indicateurs relatifs aux centres commerciaux qui n'incluent pas les consommations des boutiques sur le périmètre bailleur. Cette année, grâce au volume de données collectées et un travail de fourmi de retraitement de la base de données, on est en mesure de produire des indicateurs spécifiques pour les commerces, que ce soit des pieds d'immeubles ou des magasins isolés. Et on a distingué deux catégories, le commerce alimentaire d'un côté et les commerces non alimentaires qui regroupent tout le reste de l'autre. Donc tout le reste, c'est-à-dire habillement, bricolage, équipement de la maison, etc. Donc ce que vous avez là à l'écran, c'est en haut la consommation finale et en bas les émissions carbone associées. Et à chaque fois, la courbe représente
la moyenne, donc la consommation ou les émissions d'un bâtiment moyen, et puis la zone bleu clair représente l'écart interquartile qui contient donc 50% des bâtiments. Donc, dit autrement, à chaque fois, vous avez un quart des bâtiments, par exemple sur le graphique en haut à gauche, pardon, qui se situe au-dessus de cette zone, et un quart qui se situe en dessous. Donc ça donne un ordre d'idée un peu de l'hétérogénéité des consommations énergétiques et des usages associés. Donc en ce qui concerne la moyenne, vous voyez qu'en fait la consommation d'un commerce alimentaire est presque 3 fois plus élevée que celle des autres types de commerce, et on retrouve à peu près le même écart pour les émissions. Ce qui s'explique par le fait que les commerces alimentaires hébergent des équipements énergivores pour la production de froid, typiquement, qui sont dans la majorité des cas absents des autres types de commerce. En revanche, on observe une baisse des consommations et des émissions associées à peu près du même ordre en 2024, ce qui est un premier constat encourageant et qu'on continuera de suivre dans les prochaines éditions. Voilà, donc ces deux catégories permettent de représenter la diversité des usages et de fournir un premier benchmark aux acteurs sur ce segment, sans pour autant aller dans le niveau de détail du décret tertiaire, et pour ceux qui connaissent, ces dizaines, voire centaines de sous-catégories. Et donc ici, l'indicateur de consommation ou d'émissions par mètre carré, donc les kilowattheures, les kilogrammes de CO2 par mètre carré, permet de rendre compte des différences d'usage. Et c'est cet indicateur qui est suivi par la quasi-totalité des acteurs, c'est ce qui ressort du BIR, comme le montrait Chloé juste avant. Pour autant, ce n'est pas nécessairement l'indicateur le plus adapté. Je pense qu'il y a une question, mais je veux bien que vous laissiez vos questions dans le chat, on y répondra après. C'est fait déjà. Ah, c'est fait, super. Voilà, donc je disais, cet indicateur n'est pas nécessairement l'indicateur le plus adapté, et un exemple qu'on prend souvent pour illustrer ça, c'est celui des hôtels, puisque pour les hôtels, c'est assez pratique, on dispose d'un classement qui est tout fait, qui est le nombre d'étoiles, qui va déterminer en grande partie le type de service et d'équipement proposé par l'hôtel. Donc si on regarde la consommation par catégorie d'hôtel, enfin niveau de standing, on doit voir apparaître des écarts. Et comme depuis plusieurs années maintenant, on observe quelque chose d'assez surprenant, c'est que les hôtels économiques, donc une étoile ici, ont des ratios de consommation par mètre carré qui sont étonnamment élevés par rapport aux autres. 2-3 étoiles milieu de gamme, et puis les étoiles haut de gamme 4 et plus. Les hôtels une étoile, je disais, ont des ratios par mètre carré étonnamment élevés, alors qu'ils offrent des services plus limités. Voilà. En fait, ça tient simplement à l'intensité d'usage des surfaces, c'est-à-dire au nombre d'occupants par mètre carré, et à la concentration, enfin, et au service proposé. En fait, si on regarde la consommation par chambre, cette fois, c'est-à-dire grosso modo par client de l'hôtel, ça permet d'approcher ça, on voit logiquement que les consommations en fait, augmentent avec le niveau de standing, comme on pourrait s'y attendre, et même assez fortement. Et mesuré de cette manière, un hôtel haut de gamme consomme en fait 3 fois plus qu'un hôtel économique. Et donc, au-delà de la moyenne, plus intéressant peut-être, ce que vous voyez, c'est que la dispersion augmente aussi. Donc, la taille de la barre autour de la moyenne. Et ce que ça signifie, c'est que non seulement plus le niveau de standing est élevé, plus la consommation en moyenne est élevée, mais aussi plus la diversité des usages est élevée, et donc plus la marge de manœuvre pour réduire sa consommation est élevée pour les hôtels les plus luxueux, là où finalement tous les hôtels économiques consomment peu ou prou la même chose. Et donc si on regarde l'évolution des consommations entre 2023 et 2024, corrigé du climat, donc c'est le pourcentage que vous avez ici, on voit qu'en fait, elles ont diminué pour les hôtels économiques et milieu de gamme, et qu'elles sont restées stables, voire ont légèrement augmenté pour les plus luxueux, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc l'explication est sûrement liée à l'évolution de la fréquentation des hôtels, mais en tout cas, ça signifie que la baisse observée pour le secteur hôtelier dans son ensemble en 2024, moins 1%, est portée par ceux qui ont pourtant le moins de marge de manœuvre, c'est-à-dire les hôtels économiques et milieu de gamme. En conclusion, ici, on a un exemple qui illustre assez bien le problème du choix de l'indicateur et les limites du seul indicateur de consommation par mètre carré ou d'émission. Pour autant, c'est l'indicateur qui est retenu par la majorité des acteurs, aussi parce qu'il permet de suivre la performance d'un parc indépendamment du type d'actifs considéré, et donc de comparer des actifs entre eux. Aussi parce que c'est le plus facile à calculer. Et voilà, et c'est cet indicateur qui va nous servir de boussole pour le dernier focus le plus long, qui concerne les bâtiments de bureaux. Donc les bureaux, c'est la catégorie sur laquelle on dispose des données les plus détaillées historiquement, qui remontent jusqu'à 2010 ici. Donc là, vous avez l'évolution de la consommation finale des bureaux avec, comme tout à l'heure, en bleu, le plus clair, la moyenne, et la zone bleu ciel qui contient 50% des bâtiments. Donc la courbe noire, c'est la moyenne, mais à climat constant. Donc quand la noire est au-dessus de la bleue, comme les 3 dernières années, là par exemple, ça signifie qu'à climat, entre guillemets, normal, la consommation aurait été supérieure.
Et par climat normal, on entend le climat moyen de la période 2000-2020. Et autrement, quand la courbe noire est au-dessus de la bleue, ça signifie que l'hiver a été plus doux que l'hiver moyen de la période 2000-2020, pas non plus la période pré-industrielle. Et vous voyez que la quasi-totalité des années les plus récentes, à l'exception de 2021, ont été plus chaudes que sur cette période, qui n'est pourtant pas très ancienne. Donc ça permet de voir que la baisse des consommations observées en 2022, si vous suivez la courbe bleue ici, en fait était essentiellement due au climat plus doux, puisqu'à climat constant, la consommation aurait fait augmenter. Année de la reprise d'activité post-Covid, donc c'est pas non plus très surprenant. En 2023, ensuite, la baisse a été nette et sans équivoque. Donc même quand on s'affranchit des variations climatiques, il y a eu un net recul des consommations. En revanche, en 2024, vous voyez que le rythme a marqué le pas, donc ça a continué de baisser, mais à un rythme nettement inférieur. Donc moins 1,6% ici pour les consommations réelles, contre moins 6% l'année dernière. Et cette baisse s'explique en plus pour moitié par l'effet du climat plus doux en 2024, puisque un climat constant, la consommation n'aurait pas baissé de 1,6, mais aurait quasiment stagné, moins 0,7%. Et pour rajouter encore un autre chiffre, lissé sur les 15 dernières années, donc depuis 2010, la baisse des consommations a été de 1,5% par an, en tendance, à climat constant encore une fois. Donc ce que ça veut dire, c'est que cette année, entre 2023 et 2024, la baisse ça a baissé 2 fois moins vite qu'en tendance sur les 15 dernières années. Donc ça montre bien qu'il y a un ralentissement. Alors quand on voit ça, on peut se demander si ça suffit pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, qui vise une baisse de 40% des consommations à horizon 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une année de référence située entre 2010 et 2019. Donc, on a fait l'exercice avec les données collectées dans le baromètre. On a pris nos 1500 bâtiments et 12 millions de mètres carrés de bureaux et on a regardé l'évolution à climat constant depuis 2010. Alors ici, comme on regarde le parc dans son ensemble, on prend comme référence la consommation moyenne sur 2000-2019, parce qu'il n'y a a priori pas de raison de prendre une année plutôt qu'une autre. Et donc ce que vous avez là, c'est le pourcentage d'évolution, enfin de baisse ou de hausse des consommations par rapport à cette référence. Et donc lissé sur les 15 dernières années, je le disais tout à l'heure, ça donne 1,5% de baisse par an, et ensuite on tire la tendance jusqu'en 2050 et on voit où on est. On a fait le même exercice pour le parc tertiaire dans son ensemble, en utilisant cette fois non plus les données collectées par l'OID, mais les données de la statistique nationale qui sont publiées par le ministère de la Transition écologique. Et là-dessus, on peut faire deux observations. La première, deux observations. Donc la première, c'est que la tendance pour le parc de bureaux de l'OID et le parc tertiaire sont remarquablement proches. Vous voyez que les courbes se suivent et se superposent quasi parfaitement, et ça veut dire que le bureau, finalement, ne fait ni mieux ni moins bien que le parc tertiaire. Et ça veut aussi dire que le parc de bureaux suivi par l'OID est un très bon proxy, donc un bon thermomètre du parc tertiaire, en tendance. Et pour la deuxième observation, qui saute aux yeux, quand on voit les objectifs, vous voyez qu'aujourd'hui, on est à peu près à la moitié du chemin pour 2030, environ moins 20%, pour un objectif de moins 40%, mais qu'au rythme actuel, on passerait bien au-dessus des objectifs. Et en fait, il ne faudrait pas 1,5% de baisse, mais plutôt 3, donc le double, pour atteindre les objectifs. Donc pour information, les consommations réelles baissent, elles, plutôt de 2% par an, donc un peu plus vite du fait du climat qui se réchauffe, mais vous voyez que ce 2%, c'est toujours pas 3. Et dernier point, vous voyez que cette baisse est calculée sur l'intensité énergétique du parc, c'est-à-dire sur les kilowattheures par mètre carré. En toute rigueur, il faut aussi tenir compte du fait que la surface du parc augmente avec le temps. Donc si on fait le même exercice, cette fois sur la consommation totale, donc sur les kilowattheures, et non plus sur les kilowattheures par mètre carré, on voit qu'une grande partie de la baisse est compensée par l'augmentation de la taille du parc. Alors ici, on a regardé l'évolution du parc sur les 10 dernières années en tendance, avec une croissance des surfaces de 1% par an. Dans les faits, on sait que ces dernières années ont vu la construction baisser fortement, donc ça vous donne, si vous voulez, une limite haute. Mais vous voyez que dans ce cas-là, la baisse est compensée pour moitié par l'augmentation des surfaces. Et en fait, en prolongeant la tendance, ici, on aboutira à une baisse de seulement 15% en 2030, donc bien au-dessus des moins 40% du décret. Donc ça souligne que sans sobriété immobilière et foncière, les objectifs sont réellement hors d'atteinte, même à horizon relativement proche en 2030. Voilà, alors le décret tertiaire, c'est la réglementation de référence sur le volet énergie, là pour le parc tertiaire, mais ce n'est pas la seule boussole du marché en matière d'atténuation.
Sur le volet carbone, même si on n'a pas de réglementation analogue en France, aussi détaillée, une majorité d'acteurs ont tout de même des objectifs chiffrés. C'était 60% des répondants au baromètre de l'immobilier responsable. Et l'outil le plus utilisé en la matière est le CREM, donc pour Carbon Risk Real Estate Monitor. C'est un outil qui aide les acteurs immobiliers à évaluer l'alignement de leurs bâtiments par rapport aux trajectoires de décarbonation fixées par l'accord de Paris. Donc, qui permet d'identifier, entre autres, les risques d'actifs échoués et en montrant à quel moment un bâtiment pourrait ne plus respecter les seuils d'émissions futures. Voilà, et concrètement, ça se traduit par une trajectoire en kilos de CO2 par mètre carré à ne pas dépasser pour rester aligné avec ces objectifs. Donc, on a à nouveau fait l'exercice. On a recalculé pour nos 1500 bâtiments, nos 12 millions de mètres carrés de bureaux, les consommations d'énergie et les émissions en suivant la méthodologie du CREM. Et on obtient cette courbe pour l'historique des émissions du coup. Et ici, ce qu'on regarde, c'est bien les émissions d'un mètre carré de bureau moyen sur les scopes 1 et 2, donc les émissions associées aux consommations d'énergie, si commune et privative. Hein. Donc là, pas de correction climatique, parce que c'est bien les émissions réelles qui comptent. Et on a ensuite considéré 2 scénarios. Dans le premier, en bleu, on fige les consommations au niveau de 2024 et on laisse évoluer les émissions qui vont baisser un peu, d'une part du fait de la décarbonation des réseaux de chaleur, hein, ça aussi on a pu l'estimer à partir de la tendance passée, et d'autre part grâce au mix électrique qui va continuer de se décarboner, même si pas beaucoup vu qu'il est déjà très peu carboné. Et donc ce que ça dit, c'est qu'en l'état actuel des choses, le parc de bureaux ne sera plus aligné à compter de 2032. Et pour le deuxième scénario, en orange, on a considéré, donc en plus des hypothèses précédentes, que les consommations d'énergie allaient continuer de baisser, mais en suivant la tendance historique, donc observée sur les 15 dernières années, c'est-à-dire 2% par an en moyenne. Bon, ça dépend des énergies, ça baisse un peu plus vite pour le gaz, un peu moins pour les lacs. Et en suivant cette trajectoire, on recule l'échéance, mais vous voyez pas de beaucoup, hein, de quelques années seulement. Donc ce que ça nous dit en résumé, c'est que quand on regarde les tendances actuelles, le parc de bureaux en moyenne ne sera plus aligné avec les accords de Paris d'ici à quelque chose comme 10 ans. En tout cas, la décennie 2030 sera décisive. Et alors ici, on parle du parc de bureaux dans son ensemble, hein, c'est bien les émissions d'un mètre carré moyen, donc tous les bâtiments n'ont évidemment pas la même trajectoire. Caché là-dedans, vous avez en fait 1500 trajectoires, et donc la même date à laquelle ils ne seront plus alignés. Donc une autre manière de regarder le problème, et après, promis, je repasse la main, c'est de regarder la proportion du parc qui est toujours aligné après une certaine date. Donc c'est ce que vous avez là. Vous avez pour chaque année la proportion de la surface de bureau qui est toujours alignée avec la trajectoire de décarbonation au niveau de consommation de 2024, j'insiste. Vous voyez que c'est qu'aujourd'hui, en 2024, là au tout début, 94% du parc en surface est aligné avec l'objectif de 1,5 degré. Mais évidemment, plus on avance, plus cette proportion se réduit, puisque les budgets carbone diminuent. Et la consommation, elle, diminue que peu, puisqu'on a figé les consommations au niveau de 2024. Donc vous voyez par exemple qu'en 2032, qui est la date butoir, donc ici en 2032, c'était la date butoir pour le parc dans son ensemble au niveau actuel. En fait, 60% du parc est toujours aligné et c'est ces 60% qui vont porter les 40% restants qui, eux, ne le sont plus. Et si on continue, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, vous voyez que quasiment aucun bâtiment ne passe la barre de 2040. Et c'est peut-être ça le message le plus important de cette slide. Voilà, alors le tableau n'est pas tout noir non plus. Hein. Ici, je le disais, on a figé les consommations au niveau de 2024 et vous voyez que malgré ça, on a la moitié du parc qui passe 2035, en l'état actuel des choses. Donc les consos sont amenés évidemment à diminuer, poussés par la mise en conformité avec le décret tertiaire, par exemple, mais aussi naturellement, j'ai envie de dire, du fait du climat, puisque les hivers vont devenir de plus en plus doux, qui va accélérer la baisse des émissions. Et donc, on peut supposer et espérer, en tout cas, que le vert va augmenter à l'avenir. Voilà. En tout cas, ça donne une idée de l'effort à fournir pour aligner le parc de bureaux avec les objectifs de l'accord de Paris et surtout du risque de transition associé. Voilà, donc avoir une trajectoire compatible 1,5 degré, ce serait génial, mais encore faut-il que les bâtiments soient adaptés au climat futur, surtout si le réchauffement prend une trajectoire différente. Et je vais laisser Marie vous parler du volet adaptation du BIR. Merci Roméo, et tu peux peut-être en profiter pour regarder, puisqu'en l'occurrence, on a 3 questions qui te sont adressées auxquelles tu pourras répondre juste après. Donc effectivement, on a encore des efforts à mener sur l'atténuation, et tout le monde sait que la deuxième jambe pour travailler sur ces sujets, c'est vraiment de travailler et d'anticiper l'adaptation du secteur immobilier aux aléas climatiques. On en a rapidement parlé tout à l'heure, tu peux passer l'enjeu de l'adaptation au changement climatique est priorisé généralement comme troisième enjeu
environnementale, mais pour autant ne fait pas partie des enjeux considérés comme les plus critiques par les structures qu'on a interrogées, et ce depuis plusieurs années. Pour autant, ça c'est ce qui ressort de nos questionnaires et de l'aspect un peu quantitatif, mais c'est pas ce qui ressort des entretiens où on se rend compte qu'on a vraiment une prise de conscience qui est croissante sur cet enjeu, en raison d'une part de l'accélération des phénomènes extrêmes, de leurs conséquences sur le bâti et sur les occupants, mais également via le cadre réglementaire et notamment la taxinomie qui a poussé tous les départements et notamment les équipes risques à prendre en compte ce sujet comme étant vraiment un enjeu extra-financier à étudier. Ce qui ressort également des entretiens, c'est un intérêt donc croissant pour ce sujet et une crainte sur un manque de compréhension, un manque de partage des méthodologies à appliquer pour traiter cette thématique. L'approche classique, elle vise à réaliser une analyse, d'abord une analyse d'exposition avant de définir un plan d'action. L'analyse de risque, une analyse de risque avant de définir un plan d'action. L'analyse de risque, elle est justement définie en 2 étapes. Une première étape d'exposition aux aléas et une seconde de vulnérabilité. Cet exercice complet, il est de plus en plus répandu. On a par exemple la moitié des sociétés de gestion qui la réalisent. Pour autant, ils nous font part de différentes difficultés, enfin plusieurs difficultés pour le mener à bien. À la fois donc sur les 2 étapes, sur l'étape d'exposition aux aléas avec un manque de compréhension des outils cartographiques, parfois un manque de précision ou un manque de comparabilité des résultats entre eux. Et sur l'aspect vulnérabilité, là, c'est plutôt un manque de connaissances suffisamment fines pour les équipes qui vont mener l'exercice, des caractéristiques techniques des actifs, où là, on a vraiment besoin d'être assez précis ou en tout cas d'être assez précis pour certains critères. Et là, on a peut-être parfois un manque de compréhension sur les caractéristiques qui sont vraiment importantes et structurantes, et celles qui le sont moins pour vraiment se concentrer sur une collecte de données efficace. En tout cas, voilà, les acteurs, ils ont compris que cet exercice, il devenait essentiel malgré ces difficultés, et essentiel notamment pour élaborer un plan d'action qui est réalisé par certains acteurs, un peu moins, en tout cas, c'est moins répandu. On a un répondant sur 5 qui indique suivre la part d'opérations qui sont couvertes par ces plans d'action, qui sont généralement déployés uniquement sur les actifs considérés comme étant très exposés, ou en tout cas très vulnérables aux actifs, aux aléas qui sont étudiés. Les résultats de ces plans d'action sont parfois demandés par les financeurs, mais ils sont rarement challengés. Il s'agit plutôt généralement d'appréciation qualitative et de fait, il y a rarement un impact business fort, notamment ces sujets d'action adaptatifs sont rarement les déclencheurs travaux, contrairement au sujet d'atténuation dont on vient de parler, mais on commence à avoir des cas de refus à l'acquisition, par exemple, notamment pour du développement sur des zones montagneuses, des zones côtières ou des zones inondables. Mais ça reste assez rare et c'est souvent sur des critères actuels, on va dire, et non prospectifs. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment ce sujet qui est de plus en plus marqué, mine de rien. Ce qu'on pense également, c'est que dans la mesure où les assureurs vont prendre ce sujet davantage en considération, notamment peut-être via des primes d'assurance qui vont évoluer, on pense que c'est justement un sujet qui sera intégré de manière beaucoup plus prégnante dans les business plans des différents actifs. Voilà, donc on se propose d'arrêter là pour la présentation des résultats, sachant qu'encore une fois, les 2 études sont disponibles en ligne. Là, on vous met les liens pour y accéder sur notre centre de ressources, donc on vous invite à aller les voir. Voilà, encore une fois, merci pour votre présence et du coup, on va laisser la place à quelques questions, peut-être en démarrant par les 3 questions du coup qui ont été posées dans le chat. Tu veux que je les lise, Roméo? T'en as pris? Ouais, non, je les ai là. Donc bonjour à tous, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur les répercussions du changement de facteur de conversion de l'énergie primaire en énergie primaire pour le DPE et le fait que c'est juste appliqué sur les actifs résidentiels. Alors notre point de vue, bon alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments à ce niveau-là. D'une part, le changement de facteur en tant que tel bon, vient s'aligner les conseils, enfin les recommandations de la Commission européenne qui vise en tout cas à harmoniser ces facteurs-là à l'échelle de l'UE. D'autre part, la baisse vient corriger en tout cas un biais en défaveur de l'électricité historique.
qui datait de l'époque où on faisait de l'électricité principalement avec des énergies fossiles, ce qui n'est presque plus le cas en France. Voilà. Ensuite, il y a quelques réglementations qui s'appuient encore sur l'énergie primaire, notamment le DPE. Donc, est-ce que c'était un move politique de le faire pour faire basculer une partie du parc hors des passoires thermiques? Je ne sais pas. C'est évident que si vous baissez artificiellement la consommation primaire sans bouger les seuils, vous allez rééquilibrer remplacer une partie des passoires thermiques en non passoires. Ceci étant dit, il me semble que ce facteur-là est également utilisé dans le DPE tertiaire. À vérifier, mais je suis presque sûr, on a eu une discussion il n'y a pas longtemps, donc, je suis presque sûr que dans le cadre du DPE tertiaire, la modification s'applique aussi. Maintenant, pas encore dans la RE20. Voilà, donc là, voilà. Est-ce que c'est une question de temps avant que l'État fasse la modification? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, on ferait tous les calculs en énergie finale. Voilà, donc là, il y a une deuxième question, c'est sur le BPE, donc le baromètre de la performance énergétique 2024, pour les hôpitaux et cliniques, le benchmark était de 170 kWh par mètre carré, alors que cette année, c'est 221. Mais sur votre graphe, vous avez présenté la conso moyenne baisse. Pouvez-vous nous clarifier un peu SVP? Oui, en fait, les 170 du baromètre 2024 concernaient tout le secteur de la santé. Cette année, on l'a scindé en deux, je l'expliquais au tout début, et cette fois, on n'a plus d'indicateurs santé. On a un indicateur EHPAD et établissements médico-sociaux et un indicateur hôpitaux et cliniques. Qui consomment beaucoup plus que les EHPAD, du coup. Voilà. Et les hôpitaux et cliniques sont aujourd'hui à 220 et les EHPAD, je ne l'ai plus en tête, mais quelque chose comme 140. Voilà, donc c'est pour ça que l'année dernière, ce que vous aviez mélangé les EHPAD et les hôpitaux. Et troisième question, un parallèle est-il possible, selon vous, entre baisse de consommation des bureaux et hausse du résidentiel avec le télétravail? Oui, alors on l'a vu, si vous regardez justement le baromètre 2024, on avait vu qu'une partie de la baisse observée depuis 2020-2021 était en fait due à une moindre occupation des surfaces de bureaux. Donc vous pouvez regarder le baromètre 2024, si vous cliquez là sur le lien pour le baromètre 2025, vous pouvez accéder à l'édition 2024 et vous pouvez voir cet effet-là. Et en fait, ça se voit assez bien sur les consos d'énergie, même si c'est pas évident, parce qu'il y a toute une partie qui ne dépend pas de l'occupation. Il y a des surfaces qui font chauffer qu'il y a 1 ou 3 personnes dans la pièce. Mais c'est assez visible sur les consommations d'eau. Parce que là, les consommations d'eau sont directement reliées au nombre de personnes. 2 fois plus de personnes, c'est 2 fois plus de chasse d'eau, de lavage de mains, etc. Et donc ça, vous le voyez bien dans le baromètre 2024. Voilà. Alors après, on n'a pas refait l'analyse cette année parce qu'on attend d'avoir un peu plus de données pour pouvoir regarder sur des tendances plus longues pour voir s'il y a eu un effet retour au bureau ces dernières années. Et si à l'inverse, il y a eu un effet rebond avec le résidentiel où justement le côté télétravail à la maison a eu un impact conso Ça, on le sur le voit, résidentiel. ouais, et on le voit, l'impact sur le rési, on le voit assez bien en 2020-2021. Mais en fait, ça rediminue après. Voilà, donc voilà, les deux évoluent pas nécessairement en miroir, mais en tout cas, au début, vous voyez qu'en 2020-2021, la conso du résidentiel augmente, le climat constant, regardez, et celle des bureaux diminue drastiquement. Merci Roméo. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. De toute façon, on reste, enfin voilà, les équipes restent disponibles si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres sujets à nous partager sur ces baromètres. Encore une fois, on vous invite vraiment à contribuer, notamment au baromètre de la performance énergétique, pour nous apporter davantage d'éléments de consommation qui nous permettront d'être toujours plus précis sur les analyses apportées. Et de même pour le baromètre de l'immobilier responsable. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, que vous souhaitez participer, c'est avec grand plaisir. Voilà, merci à tous et bonne journée et bon appétit bientôt. Au revoir. Merci.